Ok. Yo les amis, aujourd'hui on est en présence de Thomas, Diane. Thomas, merci beaucoup de cet échange Bien sûr, avec plaisir. et de me recevoir ici à l'EKE, donc l'American Kickboxing Academy à San José, un des grands clubs mythiques du MMA avec ce club qui a formé Ken Velasquez, Daniel Cormier, entre autres, hein, qui était le club de Khabib. Qui aujourd'hui est le club d'Islam, qui aujourd'hui est le club encore de plein de combattants, Luke Rockhold, plein de combattants, etc. Toi, ça fait longtemps que tu es là, Thomas? Combien d'années? Ça fait 12 ans maintenant. 12 ça ans. fait 12 ans, ouais. Je suis arrivé en 2009. 2009, tu es arrivé aux États-Unis. Ouais. Tu avais déjà un bagage de combattant. Bah, j'avais mon bagage de pied-point de Sanda, quoi. De Sanda et de kickboxing. Mais j'avais pas encore ce qu'il fallait pour le MMA. Et j'ai vraiment commencé à bosser là-dessus quand je suis arrivé ici, quoi. Ok. Tu étais à quel niveau en Sanda? En Sanda, j'avais fait champion d'Europe, champion de France. Ça faisait un moment que… Au niveau international, une expérience Ouais, internationale. ça faisait plus de 10 ans qu'on faisait de la compétition en Sanda en France, en équipe de France, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à venir t'installer aux États-Unis? En fait, moi, je voulais juste devenir pro, en fait. Je voulais juste devenir pro dans ma discipline, si possible. Mais bon, on est des combattants, on peut naviguer à gauche, à droite, mais moi, mon but, c'est… En fait, j'ai réalisé que le Sanda, je ne pourrais pas vivre de ma passion en France, quoi, tu vois. Donc moi, je ne pensais pas venir aux États-Unis. J'ai essayé plusieurs autres pays. J'avais l'option de voyager un petit peu plus, mais mon cousin, il était ici, et puis il y avait Kong Lee aussi qui était ici. Kong Lee qui vient du Sanda et qui est allé au MMA. Donc j'ai essayé, je suis venu ici et puis on m'a proposé… Je suis venu en vacances déjà, tu vois, je me suis entraîné avec Kong Lee. Et il m'a proposé des contrats en fait en MMA. Et je me suis dit, ouais, vas-y, ça commençait à m'intéresser de toute façon, tu vois. Et c'est comme ça que ça a débuté. Un an et demi après, je suis revenu, le temps de faire les papiers, le temps de m'entraîner, etc. Grappling, etc. Je suis revenu et puis ils m'ont donné une opportunité. J'ai eu la chance de signer avec Strikeforce à l'époque. Strikeforce dès le début, qui était la grosse promotion concurrente de l'UFC à l'époque, le Strikeforce. Ouais. C'est ça, hein, qui était ce qui est le Bellator maintenant, Voilà, les gens du Strikeforce, c'est les gens du Bellator, c'est les gens du Strikeforce. Donc c'est la même, c'est exactement les mêmes gens, c'est le même président, C'est juste qu'après, bon, UFC, ils ont acheté Strikeforce. Et tous les gens de Strikeforce, en fait, les dirigeants ont créé une autre. Ils sont partis dans le Bellator. Et c'est les mêmes personnes avec qui je travaillais au Strikeforce. C'est les mêmes personnes qui sont dans le Bellator. Qui sont dans le Bellator, là où tu as continué ta carrière après d'ailleurs. Ouais. Du coup, tu connais bien la France, tu connais bien les États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences majeures en termes d'entraînement pour le MMA, pour les sports de combat, des différences que toi, tu as remarquées? Alors, je pense que tu étais là en France il y a un moment, c'est ce que tu me disais. Donc, tu n'as pas vu le MMA d'aujourd'hui en France. Mais en tout cas, dans ce que toi, tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu vois de différent? Ce qui est le plus flagrant dans ce que je vois quand je vois les gars qui viennent ici, et puis même de ce que je connais de la France, je sais qu'on a un bon pied-point et je sais qu'on a un bon grappling. Mais la culture de la lutte n'est pas aussi imposante qu'ici. Donc ce qui est le plus flagrant, c'est la lutte. Le problème, c'est que c'est le plus important en MMA. C'est pas le plus divertissant, mais c'est ce qui te permet de contrôler la cage dans beaucoup d'occasions. De toute façon, on l'a vu avec des gars comme Khabib. Il n'y a pas de discussion. Tu vois, le plus fort en lutte, il va sûrement imposer son jeu. Il va imposer son jeu, tu vois. Donc, et je pense que c'est ce qui nous manque en général. Une lutte adaptée au MMA. Une lutte adaptée au MMA, mais vraiment, c'est très proche de la lutte gréco-romaine ou de la lutte, le freestyle ou du sambo. C'est vraiment de la lutte pour dominer, c'est pas du grappling. Tu vois, en MMA, c'est celui qui est en haut qui gagne. Tu vois, c'est pas comme le grappling où si tu es dans ma garde, ben, ça va pour toi, tu vois. C'est dangereux. C'est toujours dangereux, bien sûr, en MMA, mais c'est le gars qui est en haut qui gagne. Quand on est contre la cage, c'est le gars qui est coincé contre la cage qui perd. Donc, les règles sont faites autour de la lutte, tu vois. Et comme je le dis souvent, c'est la règle qui fait le style. C'est la règle qui fait le style, c'est vrai. Donc, en Europe de l'Ouest, en tout cas, c'est ce qui nous manque. En Europe de l'Ouest,
Tu vois, l'Europe de l'Est, c'est un petit peu C'est différent. vrai que vous avez beaucoup de combattants de l'Europe de l'Est, et pas mal de Caucasiens, d'Agastanais, etc. Ouais, Daghestan, tout, Tadjikistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, etc. tout, Azerbaïdjan. Toi, tu t'entraînes encore avec tout le monde. Comment tu as adopté ton striking justement à ce type de lutte? Est-ce que tu as des adaptations particulières que tu as faites qui sont intéressantes à partager? Parce que justement, tu as pu vraiment mettre ton striking à l'épreuve de cette lutte qui est omniprésente. Bah, beaucoup de choses en fait. Ce sera compliqué de t'expliquer en 2 secondes, mais beaucoup de choses. Parce que déjà, je pense la plus grosse différence pour nous qui viennent du pied-point, c'est les gants déjà. Tu vois, donc tu ne peux plus bloquer de la même manière. Les gants, ils passent à travers, tu vois. Donc c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Au lieu de bloquer, tu vas préférer des déplacements, tu vas préférer des parades. C'est un déplacement de toute façon. Ta tête, il faut qu'elle soit plus là. C'est la clé. Tu ne peux pas rester là et juste bloquer comme on fait avec les gros gants. Tu vois. Non seulement tu as des gros gants, c'est plus facile pour bloquer, et en plus, l'autre, il arrive avec un gros gant aussi, c'est plus facile, c'est plus dur à rentrer. Tu vois. Donc vraiment, avec les gros gants, tu peux vraiment te protéger. On le voit en kickboxing ou en boxe, il y a plein de gars qui sont forts. Une garde bien haute, bien hermétique. Ouais, il y a des gars qui sont forts à bloquer, tu vois. Même dans ces sports-là, il faut bouger beaucoup, mais ils arrivent mieux à faire ça en pied-point. Le fait que ça rentre, et aussi le fait que ce que tu peux prendre avec les gros gants, tu ne peux pas prendre avec les petits gants, dans le sens où dès que tu vas toucher ma mâchoire, je vais tomber. Tu vois. Et ça, on ne se rend pas compte jusqu'à ce que ça t'arrive, en fait. Tu vois. Ce qui est compliqué, parce qu'on s'entraîne dans la salle avec les gros gants. Donc toi, même si tu le sais, la différence, tu as toujours tes réflexes. Ça, c'est un point intéressant, parce que donc là, aujourd'hui, on était le jour du sparring, on était mercredi, le jour du sparring. Tu m'as montré qu'il y avait différentes salles de sparring. Il y a la salle principale où tout le monde fait le sparring, et puis il y a la salle pour ceux qui s'approchent des combats, qui font un sparring particulier dans cette salle-là. Même dans cette salle-là, ils avaient le casque et ils avaient les gros gants. Est-ce qu'il y a un moment où vous passez aux petits gants? Alors le vendredi, c'est les petits gants. Ah, vendredi, c'est les petits gants. Le vendredi, c'est les petits gants. Sparring, pareil, même système? Sparring, on commence avec de la technique. Ok. Moi, je fais la technique pendant la moitié du cours, et après ils font du sparring. Mais là, vraiment, ils sont beaucoup plus… ils ont plus de contrôle quand il y a des petits gants. Okay. Donc moi, personnellement, bon, ils aiment bien les gros gants, ils aiment bien de temps en temps pouvoir envoyer un petit peu plus, et tout ça, je comprends. Mais quand on y va doucement comme ça, je pense que pour le sport qu'on fait, les petits gants, c'est le plus intéressant, c'est le plus… Donc le vendredi, c'est là où ils sont le plus réalistes, où ils sont le plus proches de leur discipline. C'est ça. Parce que, bon, il y a toujours la culture de la boxe et du kickboxing qui seront toujours là. Donc, on va toujours y aller avec les gros gants, etc. Mais y aller avec les petits gants, c'est beaucoup plus intéressant pour le type de sport qu'on fait. Et puis, ça t'apprend, c'est le contrôle. Tu vois. Parce que là, maintenant, on a besoin de moins de… Avec les petits gants, on a besoin de moins de puissance maintenant. C'est plus de la précision, du timing, etc. Donc, je pense que les petits gants, c'est toujours plus intéressant. Tu te rends compte de beaucoup plus de choses, en fait. Tu vois. Et puis même sur l'utilisation, moi j'aime beaucoup l'utilisation des petits gants, même sur l'utilisation des petits gants, il y a différents petits gants. Il y a celui qui ramène le gant de l'UFC, qui effectivement c'est extrêmement fin, etc. Mais il y a des gants de MMA plus rembourrés, sur lesquels tu peux travailler intelligemment. Tu peux faire plein de choses, tu as le pied-point, tu peux quand même bien lutter, tu peux quand même faire un grand end pound. Donc c'est des outils qui sont intéressants. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, je suis d'accord, pareil. Ok, top. Vous, ici, le planning d'entraînement d'un combattant à l'Eke, ça ressemble à quoi? C'est un autre truc, c'est compliqué, parce que le MMA, c'est tellement vaste. Et c'est tellement… on vient tellement de différentes disciplines qu'on ne peut pas avoir tous le même programme. On a tous des forces différentes, on est vraiment… Tu vois, notre corps, il est vraiment différent. Sans parler de la façon de penser encore, juste au niveau physique et du conditionnement, etc. On vient tous vraiment de différents sports, tu vois. Il y en a, c'est des lutteurs, il y en a, c'est des strikers, il y en a, c'est des boxeurs, il y en a, c'est des grappleurs. Donc, on ne peut vraiment pas faire tous la même chose, mais le matin, on s'entraîne tous ensemble. Le matin, ensemble. On s'entraîne tous ensemble. Tous les matins? Tous les matins à 9 h, on s'entraîne ensemble. Donc, le lundi, mercredi, vendredi, c'est plus du pied-point. Sparring, pied-point. Donc là, je vais faire le cours. Le lundi, c'est pendant tout le cours, c'est que de la technique. Okay. Le mercredi, ils font du sparring, ils font ce qu'ils veulent. Okay.
Le vendredi, on commence avec de la technique et après, ils tournent avec les petits gants très light. Et puis, toujours à la fin, là, ils font du grappling. Ils vont faire leurs 3 ou 4 rounds de grappling. Grappling avec les petits gants, toujours autour du MMA. Tu vois. Et puis, le mardi, c'est de la lutte, la gréco-romaine. Mais pareil. Et le jeudi, c'est grappling. Mais pareil, tout ce qu'on fait, c'est autour du MMA. Avec les gants de MMA? Oui. Ok. La lutte, pas avec les gants parce qu'on se focalise vraiment sur la lutte, mais c'est de la lutte contre la cage. Qui est de la super lutte, importante. Voilà, qui est peut-être, vraiment... tu disais, la lutte en France, et pour moi, peut-être l'aspect le plus négligé, c'est cet aspect-là, le catch control. C'est-à-dire que c'est au-delà de la lutte, mais spécialement la lutte, le catch control, comment relever, comment redescendre, comment faire tomber à partir de… Et ça, c'est super important. Moi, ça m'a pris des années. Je me focalisais que sur ça. C'est ce que j'ai fait. Et puis moi, tu sais, je suis un striker, donc je vais devoir lutter. Je vais devoir survivre contre le mur, etc. Donc, c'était vraiment sur quoi je me suis focalisé sur plusieurs années. Sur plusieurs années, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Et on fait beaucoup de ça. Donc, le mardi, c'est de la lutte. Le jeudi, c'est du grappling. Et puis, le soir, ils font ce qu'ils ont besoin, quoi. Tu vois, ça, c'est des cours le matin qui durent combien de temps? Ça dure de 9 à 11. Ça dure 2 heures, quoi. À peu près 2 heures, 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Après, tu dis, il y a le soir, il y a autre chose, mais c'est un peu plus à la carte. Après, le soir, il y a plein de cours le soir. Tu as vu, c'est une grosse salle, donc il y a du grappling ici, il y a de la lutte, il y a du pied-point, il y a de la boxe. Donc après, tout dépend de… Et puis, il y a du cardio là-bas. Et là-bas, il y a la préparation physique. Oui, voilà, parce que quand tu rentres en camp d'entraînement, il faut que tu fasses ton cardio. Et il faut que tu fasses ton conditionnement, quoi. Et… tout dépend ça dépend de s'ils ont une échéance qui arrive ou si, tu vois, le lutteur, il ne va pas bosser la lutte, il a peut-être besoin de faire du pied-point ou du grappling, tu vois. Ça a du sens. Tout dépend. On est trop différents pour pouvoir faire la même chose. Au niveau de la préparation physique, est-ce que il y a un cadre au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire qui dit, les gars, moi je veux que vous fassiez absolument vos 2 séances de préparation physique dans la semaine, etc. Ou est-ce que chacun voit avec son préparateur physique, avec le préparateur physique? Il y a les deux. Il y a un cadre où ils font leur… Lundi, mercredi et vendredi, ils vont faire leur truc, leur bike. Asso bike. Ouais, ça, ils vont faire ça, etc. Mais ça, pareil, c'est une base, tu vois. C'est pas de la précision. Tu vois, c'est pas de la précision. Pareil, comme je disais qu'on est vraiment tous différents, c'est pareil au niveau du cardio. De toute façon, tu connais. On ne peut pas faire tous la même chose. On a tous une VO2 max différente, on a tous un corps différent. Donc, l'asso bike. Comment tu dis en français ça? Ouais, on dit l'asso bike. L'asso bike? Ouais, ouais, c'est ça, l'asso bike. Le truc que tu te… Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, l'asso bike, ça, c'est un truc de base. Ça te pousse, etc. Mais ce n'est pas de la précision. Donc, chacun ramène ses gars, tu vois, en fait, un petit peu. Plus tu es à haut niveau, et plus tu as ton programme personnalisé parce que tu as ton préparateur physique. Tu auras accès à plus si tu es de plus haut niveau. Tu auras accès à plus de choses et en plus tu as plus d'argent. Mais donc tu pourras engager des gars, tu vois, qui tu veux. Mais sinon, ils font tous leur cardio ensemble le soir. Ils font soit ça, l'asso bike, ou sinon il y a un coach de conditionnement, des cardio musculaires, etc. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'avoir ton gars pour qu'il puisse voir vraiment ton cœur, etc. Tu vois. Mais moi, si je suis combattant à l'Eke, j'ai le droit de faire venir mon préparateur physique ici? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, bien sûr. Tout le monde a le droit de profiter des installations qui sont là-bas avec son préparateur physique, s'il est combattant ici, bien évidemment. Ouais, voilà. C'est ça. Chaque combattant, ils peuvent ramener quelqu'un de l'extérieur. Et c'est toi qui le payes de toute façon. Ouais. Est-ce qu'il y a des centres peut-être aussi, des centres de préparation physique qui sont dans les alentours où les gens vont… Ouais, il y en a plusieurs. Il y a des combattants là qui ont leur propre centre. Enfin, c'est leur business, quoi. C'est leur business. Tu vois, il y a des gars, c'est des préparateurs physiques, etc. Il y a 3 ou 4 gars aujourd'hui qui sont diplômés, tu vois, en préparation physique. En préparation physique. Donc ça, c'est leur business à côté. Donc je pense qu'ils peuvent s'occuper de soi-même. Certains gars peuvent s'occuper de soi-même, tu vois. Et sur la nutrition, c'est la même chose? Vous avez un nutritionniste ou c'est chacun? On n'a pas un nutritionniste. Voilà. Chacun va chercher son nutritionniste, tu vois. Ok. C'est pareil, tu sais.
La nutrition, ça évolue toutes les années. Donc, tu sais, chacun va dire, moi, je fais confiance à lui, je fais confiance à lui. Ok. Si tu devais parler à un Français qui souhaite venir un petit peu s'entraîner ici, aux États-Unis, est-ce que tu auras un conseil particulier à donner? La lutte, hein. La lutte. La lutte. La lutte. Si tu veux, moi, le MMA, on va dire, je le casse je le coupe en 3 parties. Le pied-point, la lutte et le grappling. Et nous, il nous manque ce qui est au milieu, en fait. Tu vois, donc Et puis, le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte parce que la plupart des gars avec qui je parle, ils me disent non, c'est bon, moi, j'arrive tu vois, à faire de la lutte, j'ai fait du grappling, etc. Ils ne se rendent pas compte de la lutte. De la différence. La différence de ce dont moi je parle, tu vois. La lutte est vraiment… même là, c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment ce qui va te permettre de contrôler, tu vois. C'est pas que du grappling, tu vois. C'est vraiment la lutte ce que Khabib il fait, tu vois. Parce que comment il contrôle les gens contre la cage. Même si ce n'est pas pour contrôler, pour ne pas se faire contrôler. Exactement, ouais. Ça exactement. peut être en lutte en défense ou lutte en attaque. Non, bien sûr. Mais effectivement, comme tu dis, lutter contre un vrai lutteur qui a un gros passif de lutte et être capable de défendre, ne pas tomber au sol, etc., c'est autre chose. Il va falloir vraiment bosser là-dessus et vraiment faire beaucoup de sacrifices dans ton temps pour bosser là-dessus parce que… Et puis même quand ta stratégie, c'est de faire… Tu ne peux pas faire que de la défense de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Même contre un bon lutteur, tu ne peux pas faire que de la défense. Il faut être bon en attaque aussi pour pouvoir lui faire payer certaines choses. Tu ne peux pas que penser à te relever. Je sais, j'ai fait cette bêtise-là. Où tu penses que tu peux juste… Oh, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est… C'est me relever et striker à nouveau. Tu sais, des trucs comme ça. Ce n'est pas réaliste. Il va falloir que tu sois bon en lutte tout autour. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment… C'est-à-dire, quand tu dis bon en lutte tout autour? C'est-à-dire, il va falloir que tu sois bon partout, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux dire, well-rounded. Ça veut dire tout autour. C'est-à-dire, il va falloir vraiment que tu sois bon à l'attaque, en défense, en soumission, défendre les soumissions. Oui, parfois menacer avec des soumissions pour qu'il n'ait pas envie de revenir lutter. Exactement. Tu ne peux pas faire que de la défense dans quoi que tu sais. Surtout dans les petites catégories. Ouais, voilà. Surtout dans les petites catégories. Imagine le lutteur qui s'entraîne que à bouger sa tête, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le lutteur, il se dit, ouais, non, c'est bon, de toute façon, il ne va jamais me toucher le boxeur. Il ne va jamais me toucher, de toute façon, il faut juste que j'évite ses coups de poing et c'est bon. Donc le gars, il s'entraîne que… Non, tu sais, il va falloir que du pied-point, c'est du pied-point. Tu vois? Est-ce que c'est justement un petit peu cette différence entre la boxe pure, la lutte pure, qui fait qu'un mec comme Khabib, il a réussi à toucher McGregor, alors qu'en théorie, sur le papier, sur le niveau de striking, il y a une vraie différence. Mais en le faisant douter sur la lutte, il a réussi à le toucher bien, quoi. Je pense qu'il y a peu qui l'ont touché comme Khabib debout, mais parce qu'il lui a fait croire qu'il allait lutter et il est remonté avec l'overhand. Toi, c'est un peu ce que tu disais, ce mix de lutte et de boxe fait que c'est une autre discipline encore que juste la boxe ou juste la lutte, c'est encore autre chose. C'est une autre discipline, il y a ça, mais sans parler du fait qu'il a feinté avec la lutte. Même sans ça, je veux dire, c'est le fait qu'il y ait les petits gants aussi, ça change. Parce que ce que tu peux prendre avec les gros gants, même dans un match de pied-point avec les gros gants, tu vas toujours t'en prendre une ou deux. Le problème, c'est les une ou deux là, que tu vas te prendre avec des petits gants, ça va se voir maintenant en MMA. Tu vois, Conor, quand il s'est fait toucher, tu l'as vu, tu as vu qu'il était touché, tu vois. Ça ne serait peut-être pas arrivé avec des gros gants, peut-être pas. Peut-être qu'il aurait pu le prendre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je disais, ce que tes yeux, ils ont l'habitude de voir avec les gros gants, même quand tu sais qu'il y a une différence, ton cerveau, il va réagir de la même façon. Tu vois, ce que tu peux prendre, tu vas dire, ah, boum, tu vas réagir de la même façon et ça va peut-être te sonner, tu vois. Donc, même sans parler de la lutte, les quelques coups que tu vas te prendre, ils vont te sonner. Donc, c'est vraiment un sport différent, encore plus que ce que les gens y pensent. C'est vraiment un sport différent. Quand tu es dedans, tu te rends compte que les petits gants, c'est complètement un monde différent, tu vois. Et c'est pour ça que, pas que Conor, il y a des gars comme Alistair Overeem, etc., des champions qui se font mettre KO parce que… qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est pas, même si c'est des champions du monde, c'est pas la même discipline du tout, tu vois. Moi, la dernière fois, j'en parlais aussi. Mon dernier combat de MMA, j'ai combattu un ceinture noire en fait du Brésil. Et pendant tout le combat, c'est moi qui étais au-dessus de lui parce que moi j'utilisais la lutte au sol. Alors que c'est lui le gars du… Et à la fin du combat,
il me touche avec une patate et c'est lui qui gagne. Mais non. Alors que c'est moi le champion de quoi que ce soit. Ouais. Mais ça c'est autre chose. C'est une autre discipline. C'est du MMA et surtout quand tu es fatigué, tout change. Donc c'est vraiment du MMA, tu vois. C'était le gars de ceinture noire, c'était moi qui étais au-dessus parce que c'est de la lutte, c'est pas du grappling. Quand tu es au sol, c'est de la lutte. Moi qui arrivais à bien lutter, je faisais attention avec les soumissions, etc. Et pourtant, c'est lui le ceinture noire, mais c'est moi qui ai dominé. Tu étais placé, il y avait les frappes, c'est différent. Après, on se remet debout et c'est lui qui me touche avec une… Donc, tu vas te dire, ça n'a aucun sens. Mais si, c'est du MMA, ça a beaucoup de sens. Donc, si on résume, le travail de la lutte qui est important, tu nous as dit le travail avec les petits gants qui est important. Et s'il y a une dernière différence que tu as vue ici par rapport à la France, c'est un truc ou alors non, peut-être même pas de différence, peut-être que simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des Français, on a le niveau qui monte, il y a les mecs qui vont à l'UFC et qui gagnent des combats bien, on a Nassourdine qui va combattre un top 10, on a Francis et Cyril qui s'affrontent pour la ceinture poids lourd, on a Manon Fiorot qui fait une super performance chez les femmes, donc on a le niveau qui monte en France, c'est sûr. Toi, tu vois de plus en plus de Français qui arrivent ici à l'Ekeye, qui viennent un petit peu tester ou pas trop? Non, si, il y a toujours des gens de passage de France qui viennent et qui passent et qui tournent avec nous, qui restent quelques semaines. Mais bon, du monde entier. Mais, du monde entier. Le fait que je sois là, il y a des gars qui envoient des messages et qui passent et qui s'entraînent. Et puis, tu sais, on est bien en pied-point, on est bien en grappling. Et puis, on commence à être… J'ai l'impression qu'ils réalisent en France qu'il nous faut la lutte. C'est ça. Et puis, je le vois même… là où tu étais, au MMA Factory, etc., je vois les gars, ils bossent contre la cage, etc. Tu vois, je vois, ils font du bon travail contre la cage. Parce que, tu vois, bon, après là-bas, ça fait un moment qu'ils combattent à l'UFC, etc. Donc là-bas, dans ce club, ils doivent connaître, mais ça monte petit à petit. Ça monte, tu vois. Et puis maintenant que le MMA, il est en France aussi. Les gars, il y a des cages là-bas, ils font des combats en cage. Ça y est, c'est arrivé. Là, il y a eu les premiers championnats de France en cage. J'ai vu, il y avait au moins 6 cages. 4 cages, ils ont mis 4 cages. Il y a eu, les premiers événements en cage en France. Donc ça y est, on est parti du ring qui était une problématique. On a installé la cage. Là, il va y avoir, moi j'accompagne l'équipe de France amateur pour les championnats du monde la semaine prochaine. C'est excellent. Donc il y a eu une première, il y avait déjà une équipe de France. Mais là, on a eu un premier championnat de France et tout. Donc ça va monter, le niveau amateur va monter, le niveau pro va monter. Ça va monter, aussi. Parce qu'avec la cage, ça va faire une grosse différence. Tu vois. Et puis des grosses compétitions, beaucoup de compétitions. Ça aussi, c'est important. Que les mecs ils puissent combattre avant d'arriver au niveau professionnel. Là où avant, toi tu me disais, tu as signé, premier combat Strike Force, tu m'as dit, j'ai gagné parce qu'ils m'ont mis un striker. Mais tu m'as dit, je ne connaissais même pas le MMA. Heureusement qu'ils m'ont mis un striker. Heureusement qu'ils m'ont mis un striker, de toute façon… non, je connaissais. En tout cas, ce que je pensais connaître, c'était beaucoup plus. Je connaissais 5% de ce qu'il fallait connaître. Parfois, c'est suffisant pour gagner. C'est clair. Contre un striker, c'est suffisant. Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien dans ta carrière professionnelle? Une bonne après-carrière. Une bonne après-carrière. Okay. Une bonne après-carrière, c'est tout quoi. En tant que coach ici déjà. Ouais, en tant que coach, en tant que papa, en tant que tout. Ok, magnifique. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir. Au plaisir. Ouais, merci. T'as mis les chaussures de lutte? Ouais, je les porte toujours partout, celle-là. C'est vrai? Ouais.